Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Comme les Québécois sont habitués depuis 400 ans de recevoir beaucoup d'immigrants, ils pensent que l'immigration massive est un phénomène normal. Ce ne l'est pas. Ce l'était à l'époque où l'Amérique du Nord était vide et où des millions d'étrangers pouvaient venir l'habiter et s'enrichir sans nuire à personne. Comme à cette époque-là, les nouveaux immigrants acceptaient de devenir des manœuvres, par exemple, ça permettait aux anciens manœuvres de devenir des contremaîtres. Autrement dit, l'immigration massive soulevait toute la pyramide sociale qui s'enrichissait. Cette époque-là est désormais terminée. De nos jours, tout a été exploité à capacité. Les terres, les forêts, les mines, les pêcheries, etc. Ce qui fait que de nos jours, quand la population nord-américaine augmente, la richesse moyenne a tendance à diminuer. Dans un pays normal, il y a toujours de l'immigration, mais elle est normalement compensée par une immigration à peu près équivalente, étant donné qu'il est rare qu'il existe un très gros différentiel de richesse entre les pays. Comme il s'agit de la situation normale, c'est celle qui va inévitablement finir par prévaloir en Amérique du Nord, comme d'ailleurs c'est déjà le cas en Amérique latine. C'est encore plus vrai dans le cas du Québec, étant donné que, comme nous allons maintenant le voir, à partir de maintenant, il va y avoir plusieurs phénomènes différents qui vont conjuguer leurs effets pour réduire l'immigration. Si le Québec actuel reçoit des masses phénoménales d'immigrants, c'est uniquement parce que le Canada anglais utilise les immigrants comme d'une arme contre le Québec. Si on se place du point de vue de Sirius, c'est-à-dire si on prend beaucoup de recul, il est assez facile de comprendre ce qui est arrivé et ce qui est en train d'arriver à l'humanité. C'est même facile, compte tenu des énormes quantités d'énergie qu'on dépense actuellement, de savoir à peu près dans quelle direction notre espèce évolue. Depuis environ 2 ou 3 millions d'années, notre espèce a connu plusieurs révolutions technologiques qui ont toutes eu pour effet d'augmenter la quantité d'énergie qui était disponible. Autrement dit, notre évolution s'est faite par paliers, par révolution. Comme notre planète a des dimensions limitées, l'augmentation régulière par palier d'énergie a fait que cette énergie-là a été obligée de se dépenser de plus en plus rapidement. Autrement dit, les événements se sont mis à se succéder de plus en plus vite. Il y a eu une accélération de l'histoire. Tout a commencé à l'époque où nos très lointains ancêtres ont petit à petit développé les premières armes, ce qui leur a finalement permis de devenir les prédateurs dominants dans toute l'Afrique tropicale. Le deuxième palier a été atteint lors de la Révolution du Feu, qui a permis à nos ancêtres d'aller coloniser tous les continents froids, où ils ont pu se reproduire à l'infini pour devenir les prédateurs dominants de l'ensemble des écosystèmes terrestres de la planète. L'étape suivante a été la Révolution agricole, qui, elle, a transformé les êtres humains de prédateurs en producteurs. C'est-à-dire que plutôt que de rester les prédateurs qui vivent au sommet des écosystèmes naturels, les êtres humains ont appris à éliminer ces écosystèmes naturels-là, en coupant les forêts par exemple, pour les remplacer par des pyramides sociales qui étaient peuplées presque exclusivement d'êtres humains. Autrement dit, on a appris à capter toute l'énergie qui pour nos propres besoins, une énergie qui était auparavant captée par les écosystèmes naturels. Le niveau énergétique de l'humanité a encore augmenté. Pas longtemps après la révolution agricole, il y a eu la révolution urbaine qui, elle, a permis de concentrer dans les villes les surplus de population du monde agricole, ce qui a permis une multiplication très rapide des inventions et des découvertes. Le dernier acte de la révolution agricole s'est joué à la Renaissance où les Européens ont redécouvert la science antique, ce qui leur a permis de multiplier les percées technologiques. Comme l'Europe est le continent le plus découpé du monde, elle a une vocation maritime naturelle, ce qui fait que quand les Occidentaux sont devenus très puissants, ils se sont éparpillés dans toutes les directions pour aller peupler les continents sous-peuplés, la Sibérie, les 3 Amériques, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour ce qui est des autres continents, les Européens ont utilisé leur forte avance technologique et militaire pour les piller et ramener cette richesse-là en Europe. Cette concentration de capital en Europe a permis de lancer une nouvelle révolution, la révolution industrielle, qui, elle, a vraiment fait passer l'humanité à un niveau énergétique bien supérieur, étant donné qu'à l'énergie du soleil, qu'on captait déjà, on a ajouté l'énergie qui provenait du charbon, du gaz et du pétrole. Du coup, l'accélération de l'histoire est devenue beaucoup plus forte. La révolution industrielle a commencé en Angleterre.
avant de se répandre en Europe et dans l'Est des États-Unis, puis dans les 3 Amériques, ensuite dans l'Asie orientale et après un peu partout sur la planète. Ça s'est fait tellement rapidement que l'avantage de l'Occident a duré moins de 2 siècles en Afrique du Nord et en Asie et moins d'1 siècle en Afrique noire. Tous les autres peuples se sont mis à copier l'Occident. Cet éparpillement du savoir occidental a été énormément favorisé au cours du dernier siècle par la dernière en date des révolutions, la révolution de l'information qui, elle, a permis d'économiser énormément d'argent en déplaçant instantanément sur d'énormes distances de l'information et du savoir qui ont un poids nul et qui nous permettaient donc d'éviter de transporter des hommes et des produits. Comme les connaissances n'ont pas de poids, le savoir est beaucoup plus mobile que les populations. C'est pour ça que de nos jours, les populations du tiers-monde ne cherchent pas vraiment à émigrer en masse, mais cherchent plutôt à ramener le savoir occidental dans leur patrie d'origine où l'économie se développe. Comme elles sont très loin d'avoir fini de copier l'Occident dans ce qu'il fait de mieux, il n'y a aucune raison pour laquelle ce processus s'arrêterait de lui-même. De nos jours sur la planète, il y a 2 grands phénomènes de fond qui sont en train de faire l'histoire. Le premier phénomène, c'est le fait que notre ancien tiers-monde est entré en effervescence et que sa croissance démographique et économique a atteint des vitesses folles. Le deuxième phénomène, c'est que l'Occident est entré en décadence. La décadence est un phénomène qui est très bien connu des historiens. Ça s'est produit des centaines de fois à travers l'histoire. Quand un peuple, ou une société, ou une civilisation est en croissance rapide, à cause d'une percée technologique quelconque, il rencontre vite des limites, parce que notre planète est limitée. La civilisation rentre alors en crise. Il peut alors se produire 3 choses. La première, c'est que la société qui était en croissance rapide est obligée de devenir stationnaire jusqu'à ce qu'une nouvelle percée technologique lui permette de passer à un niveau supérieur. C'est ce qui est en train d'arriver à la Chine présentement, qui est en croissance. La deuxième possibilité, c'est que la société peut très bien rester stationnaire pendant plusieurs millénaires. C'est ce qui est arrivé à l'Égypte paysanne, l'Égypte profonde, qui n'a pas beaucoup changé depuis 4 ou 5 millénaires. La troisième possibilité, c'est que la société peut entrer en déclin, en décadence, au point de parfois s'effondrer ou même de disparaître complètement. Ça a été le cas de la Rome antique, par exemple. En Occident, le coup d'arrêt à son développement a été donné au cours de sa longue guerre civile qui a duré de 1914 à 1945. Une période qui a été suivie par une décadence généralisée qui, elle, a été produite par l'enrichissement qui venait justement des multiples inventions et découvertes qui ont été faites au cours des 2 guerres mondiales. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'être humain réagit toujours très mal à l'excès de richesse et de confort. Il y a une raison de base à ça, c'est que dans un univers où l'énergie est rare, la richesse l'est encore plus, ce qui fait que l'être humain n'a jamais eu l'occasion de s'adapter à la présence de richesse. Quand la surabondance s'installe pour plusieurs générations dans une société, les plus vieux finissent par mourir et les plus jeunes, qui n'ont jamais connu la misère, se hâtent à ce moment-là de se lancer dans une fête permanente qui est toujours caractérisée par les 2 mêmes éléments, à savoir la destruction accélérée de richesses et l'inversion des valeurs. Ces 2 phénomènes-là, ces 2 éléments-là, vont main dans la main, étant donné que les valeurs d'une société de consommateurs sont exactement à l'opposé des valeurs d'une société de producteurs. Pour pouvoir détruire de la richesse sans ressentir de remords de conscience, les gens d'une société décadente inversent les valeurs de façon à pouvoir présenter le bien comme le mal et le mal comme le bien. Du coup, les valeurs de producteurs que leur ont légué leurs ancêtres sont abandonnées, voire méprisées ou dénigrées. Le résultat de tout ça, c'est que dès la première génération, la consommation de biens et services monte en flèche, c'est-à-dire que les gens se mettent à consommer la totalité de ce qu'ils produisent eux-mêmes, en plus de détruire toutes les formes de richesse que leur ont légué leurs ancêtres. C'est-à-dire une population jeune, nombreuse et en santé, des infrastructures neuves, une dette nationale modérée, etc. Pire,
ces gens-là se mettent à consommer à crédit la future production des quelques enfants qu'ils ont faits en créant une immense dette nationale. Au point de vue démographique, la décadence aboutit toujours à une dénatalité généralisée et donc à une immigration massive de gens qui viennent occuper les emplois devenus disponibles. Dans une société décadente, les enfants sont considérés comme des biens de consommation et non pas comme des investissements à long terme, des futurs payeurs de pension. Leur nombre a donc tendance à diminuer fortement. Pire, beaucoup de parents ne les éduquent pas, se contentent de les regarder vieillir, ce qui fait que dès la deuxième génération, le pays n'a plus ni la quantité ni la qualité des jeunes dont il aurait besoin pour réparer tous les problèmes que la décadence elle-même a créés. La décadence est toujours quelque chose de très relatif. Même dans les sociétés les plus corrompues, on trouve encore des gens courageux et honnêtes qui travaillent fort, qui économisent et qui ont plusieurs enfants. Et on trouve des pervers, des drogués et des lâches. C'est une question de proportion. Dans une société saine et viable, on trouve peu de décadents et dans une société en déclin, on en trouve beaucoup. C'est exactement la même chose au niveau de l'inversion des valeurs. Parce que même dans les sociétés décadentes, on continue à entendre le discours sur les devoirs et les obligations, mais ce discours-là est complètement noyé par le discours contraire sur les droits et libertés de chacun. Comme une société décadente se vide peu à peu de sa substance, si la richesse dure trop longtemps, sa civilisation finit par mourir avec tous ses progrès réels ou supposés. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident et le Québec sont entrés dans une décadence profonde parce qu'il est à peu près impossible de s'opposer à un mode de vie qui est basé sur la facilité et la richesse. Dans l'Occident moderne, tous les signes les plus classiques de la décadence sont présents. Destruction accélérée de richesse, détérioration de l'environnement et des infrastructures, dette hors contrôle, inversion des valeurs, promotion des perversions, déclin accéléré de la famille et dénatalité. L'Occident est présentement la seule civilisation sur la planète où tous les peuples connaissent à peu près la date où ils vont devenir minoritaires sur leur propre territoire. Et après, ça continue. On tombe à 40, 30, 20%. Le processus est très solidement enclenché. Cependant, il y a de bonnes raisons de croire que l'Occident ne disparaîtra pas comme le fait la Rome antique, par exemple, étant donné que la décadence est un phénomène humain et donc relativement lent, alors que les bouleversements économiques et écologiques du monde actuel sont naturels et se produisent à une vitesse fantastique. Autrement dit, derrière le déclin relativement lent de l'Occident se profile le déclin de toute l'espèce humaine, dont la consommation augmente à une vitesse exponentielle, alors que la capacité d'absorption de pollution de nos environnements naturels diminue, eux, à une vitesse également exponentielle. Les deux courbes divergent à une vitesse inimaginable. Pour donner seulement un exemple de ce que je viens de dire, la planète était déjà gravement malade dans les années 70. Or, depuis 1980, la Chine innombrable a multiplié sa consommation dans à peu près tous les domaines par 50 et son économie a doublé à tous les 7 à 10 ans. Est-ce que notre planète va être capable de supporter 100 Chines de 1980 dans 10 ans et 200 Chines de 1980 dans 20 ans? Tout ça dans un contexte où tous les autres pays pauvres, dont l'Inde, qui a 1,2 milliard d'habitants, sont en train de copier la Chine. Le simple bon sens dit que le système va casser à relativement brève échéance, c'est-à-dire de notre vivant. Bien sûr, les pays émergents ont conscience qu'ils se dirigent vers un mur et ils ont pris des mesures pour essayer de réduire l'impact de ce qui s'en vient. La plupart ont entrepris de réduire leur taux de natalité de façon drastique. On connaît tous la politique du un enfant par famille qui a été adoptée dans les années 80 par la Chine, un pays où il y a des provinces où on trouve 60% de garçons. Autrement dit, les deux grands phénomènes qui sont responsables de l'immigration de masse en direction de l'Occident sont en train de disparaître. D'abord, les différences de taux de natalité entre les pays sont en train de se réduire à zéro, voire de s'inverser. Ensuite, les différences de richesse entre les différents pays sont en train de se réduire très rapidement. Bien sûr, ici encore, c'est une question de proportion. Le Canada ne deviendra pas un pays aussi pauvre que le Sénégal. Cependant,
il va être touché de plein fouet par la crise qui s'en vient, étant donné que sa désindustrialisation actuelle le rend moins compétitif et donc moins attrayant. Pour le dire autrement, on s'appauvrit. Pire, les fonds de pension de nos personnes âgées sont présentement investis par toutes sortes de voies détournées dans les pays émergents. Ces argents-là vont donc s'évaporer lors de la prochaine crise, ce qui va obliger beaucoup de nos jeunes retraités à retourner sur un marché du travail qui va être déjà encombré par tous les chômeurs que la crise aura créés. Autrement dit, c'est tout ça qui va empêcher la poursuite de l'immigration massive. Sur une planète où les différences de niveau de vie sont en train de se réduire à zéro, les gens vont vite réaliser que des pays comme le Canada et le Québec ne sont pas naturellement riches et que c'est pour ça qu'ils ont toujours été relativement sous-peuplés. Ça a commencé à la préhistoire, quand les ancêtres de nos Amérindiens, qui sont presque tous passés par le détroit de Bering et par l'Alaska, ont passé tout droit au Canada. Ils l'ont laissé à ses neiges et à ses glaces pour aller fonder des sociétés relativement nombreuses au Mexique, au Yucatan et au Pérou. Quand les gens disent « le Canada, c'est vaste, ça peut contenir beaucoup d'habitants », c'est parce qu'ils n'ont pas compris que l'humanité n'a jamais eu un problème d'espace. On pourrait, par exemple, mettre 11 milliards de personnes sur un territoire de la taille de la petite Jamaïque, et tout le monde aurait à sa disposition 1 mètre carré, c'est-à-dire suffisamment d'espace pour ne pas être obligé de toucher à ses voisins. Notre problème n'a jamais été un problème d'espace, mais un problème de ressources. Comme je l'ai montré dans ma vidéo numéro 6, le Québec, même s'il est très vaste, demeure un pays de basse énergie qui oblige des animaux tropicaux comme les êtres humains à dépenser d'énormes ressources seulement pour survivre. Les Québécois ont besoin de voitures spéciales, de maisons spéciales, de vêtements spéciaux et de beaucoup de nourriture. Au Québec, le froid diffuse la puissance et la richesse, ce qui fait que notre population est très étalée et ce qui augmente énormément le coût et la fragilité de nos infrastructures. Le meilleur exemple, c'est le pont Champlain, que nous allons devoir remplacer au bout de 50 ans, alors qu'à New York, par exemple, le pont de Brooklyn est encore en très bon état après 130 ans. C'est rare qu'un État soit obligé de déblayer la neige de son territoire pour permettre à sa population de travailler. À tous ces coûts-là, qui ont toujours découragé l'immigration, s'ajoute le fait que le Québec n'est pas un pays de destination, comme peuvent l'être la France ou les États-Unis, par exemple. C'est un pays de transition, où les immigrants viennent s'installer pendant quelque temps avant de repartir vers des cieux plus cléments. Si c'est comme ça, c'est parce que le système Saint-Laurent-Grand-Lac représente la principale voie de pénétration de sens est-ouest de tout le continent nord-américain. Il est tout à fait symbolique que le fleuve Saint-Laurent ait une orientation nord-est-sud-ouest et qu'il pointe vers le centre du continent le plus riche du monde. Au Québec, l'immigration est tellement instable qu'après 2 siècles et demi d'immigration massive, 75% de la population descend encore de quelques milliers de pionniers français. Pire, entre 1840 et 1930, la moitié des Québécois de souche ont émigré aux États-Unis ou au Canada anglais. Et ça a été exactement la même chose pour les immigrants d'origine purement britannique qui ont déjà formé le quart de notre population et qui n'en représentent plus aujourd'hui que 5%. Autrement dit, au Québec, la loi démographique de base, c'est l'émigration. Quand l'appauvrissement de notre société aura mis un terme à l'immigration, ça va faire comme un bain dont on aura fermé le robinet tout en enlevant le renvoi. Montréal va peu à peu se vider en commençant par ses anglophones. Cette tendance au vidage va être accentuée par le fait que le Canada anglais a toujours détourné à son avantage une partie de notre richesse. Il y a une contradiction fondamentale entre cette manie de toujours nous appauvrir artificiellement et cette volonté de nous noyer sous de grandes masses d'immigrants. Comme les immigrants ont naturellement tendance à se diriger vers la richesse et vers la richesse maximale, ils ont toujours quitté Montréal pour aller vivre dans le Canada anglais, où la population est devenue extrêmement diversifiée.
Cette population-là manque complètement de cohésion dans un pays qui lui-même manque de cohésion géographique. Il est douteux qu'un pays aussi artificiel puisse survivre encore longtemps à un pareil remède de cheval. Dans le passé, de nombreuses sociétés se sont effondrées parce que leurs dirigeants ont fait entrer de grandes masses d'étrangers sur leur territoire pour régler un problème local. Rome, par exemple, faisait régulièrement rentrer des Germains sur son territoire pour défendre ses frontières. Or, ce sont ces Germains-là qui ont beaucoup contribué à faire s'écrouler son État et sa civilisation, alors que des pays naturels comme le Québec ou l'Égypte, par exemple, se comportaient comme des sortes de creusets qui créaient des populations homogènes avec tous les gens qui habitaient sur leur territoire. Au Québec, ce processus-là est largement entamé, puisque désormais 50% des immigrants se joignent à nous, contrairement à quelques pourcents il y a seulement 50 ans. Il y a un autre phénomène dont il faut aussi parler. C'est le fait que depuis le début du 20e siècle, l'immigration est d'abord et avant tout une immigration urbaine. Or, les villes modernes se comportent comme des sortes de trous noirs qui attirent à elles la richesse, l'énergie, les matières premières et les familles qui vont y mourir par dénatalité. Ça aussi, ça va beaucoup favoriser l'intégration des immigrants, étant donné que la majorité des Québécois de souche habitent dans les régions périphériques. Tous ces éléments-là réunis montrent que, contrairement aux apparences, le temps et la géographie jouent en notre faveur et que nous allons tôt ou tard réussir à assimiler tous les gens qui sont venus vivre parmi nous. Comme d'habitude, je vous encourage à diffuser cette vidéo largement autour de vous. À la prochaine!